Est-ce que l'IA pour écrire du contenu éditorial SEO s'est éclatée au sol? La réponse est oui. What a twist! Oui. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Dans cette vidéo, je vais analyser deux sites qui ont utilisé l'IA pour leur contenu SEO. Le premier qui l'a fait de façon un peu bête, le deuxième qui l'a fait de façon un petit peu plus intelligente, mais vous allez voir qu'au final, leurs courbes SEO sur le long terme se ressemblent beaucoup. Et elles ressemblent aussi énormément à toutes les courbes SEO de tous les sites qui utilisent l'IA pour faire du contenu éditorial. Donc si vous voulez éviter de tomber dans le piège du mauvais contenu créé par IA, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montre des prompts et des idées pour utiliser l'IA de façon intelligente pour votre SEO sans vous faire canarder par Google. Allez, c'est parti! On analyse le premier site. Allez, on y est. Donc, le premier site qu'on va analyser s'appelle Horse Name Ideas. Et le gars qui a fait ça, c'est un SEO qui est assez malin parce que il s'est dit il y a énormément de gens qui recherchent sur Google des noms pour leurs chevaux. Et parce qu'il y a beaucoup de recherches, je vais faire un site de niche spécifique là-dessus, parce que ce qui marche super bien aujourd'hui, en 2026, c'est les sites de niche. Here comes the money. Here we go. Money talk. Et donc, il s'est dit, ok, plutôt que de m'asseoir 30 minutes à réfléchir à tout un tas de noms de chevaux, je vais utiliser l'IA pour faire des pages parce que l'IA est vraiment très très forte là-dedans. Pour vous donner plein d'idées de noms de chevaux, c'est fantastique. Au lieu de passer 1 heure à faire une page, vous passez littéralement 5 minutes. Donc, le gars, il a commencé début 2023, là, je vous mets les statistiques. Vous pouvez voir, au début, la courbe assez lente, c'est normal, c'est un nouveau site. Mais on voit la croissance est fulgurante. Début 2023, il démarre le site. Juin 2024, donc en l'espace de 1 an et demi, il est passé de 0 clic à 40 000 clics. Et lui, son idée, c'était de se dire, je vais faire plein de clics et je vais mettre des pubs AdWords là. Donc vous pouvez le voir là sur la copie d'écran, il a des pubs AdWords en bas et le but pour lui, c'était de gagner de l'argent grâce à ça. Et donc vous voyez que sa courbe de progression est fantastique. Donc ce qu'il a fait, ça marche en vrai. Mais une fois qu'il arrive à 40 000 clics, là c'est bon, Google a compris la supercherie. Et vous pouvez voir qu'autant la croissance est gigantesquement grande et rapide, autant la chute l'est tout autant. En octobre 2024, son site, il fait 0 clic. Donc énorme montée, descente gigantesque. Alors, on peut se dire c'est rigolo pour ce site, c'est un petit site sympa, il n'y a pas de problème, on peut tester des trucs, mais imaginez, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, imaginez que ça là, c'est votre business. Vous commencez à créer du contenu éditorial grâce à l'IA, et le problème, c'est que ça marche. Et parce que ça marche, là, vous voyez la courbe de croissance monter de façon gigantesque. Vous vous dites, wow, je suis trop fort, je vais commencer à investir, c'est bon, je vais pouvoir engager d'autres gens parce que je commence à gagner de l'argent. Et du jour au lendemain, vous vous faites attraper et vous mourrez. Et ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de sites qui utilisent l'IA. Le problème, c'est pas tellement que est-ce que ça marche ou ça marche pas. Le problème, c'est que ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Le problème, je pense, principal de son site, c'est qu'il n'y avait aucun texte. C'est-à-dire que beaucoup de pages, c'est juste des longues listes de noms de chevaux. Mettez-vous à la place du client. Là. Il arrive, il tape sur Google « nom de cheval blanc », par exemple. Il arrive sur une page où il y a 600 noms de chevaux. Ce genre d'article, ça aide pas vraiment les lecteurs parce que vous ne l'aidez pas à choisir ici. Là, ce qu'il aurait pu faire, c'est rajouter un petit peu de texte, organiser un petit peu mieux les noms de chevaux. Il aurait pu faire des catégories avec des bons H2, des bons H3 et puis rajouter un petit peu des informations. Ok, je sais pas l'origine du nom du cheval. Est-ce que c'est un nom populaire ou c'est un nom complètement créatif
Est-ce qu'il y a beaucoup de chevaux aux États-Unis qui portent ce nom-là ou pas? Il aurait pu rajouter un petit peu des infos. Là, je pense que Google a vu la supercherie assez vite parce qu'à mon avis, les gens arrivaient sur la page et quand ils se rendaient compte que c'était juste une longue liste, ils restaient pas dessus, en fait, et ils allaient chez les concurrents. Deuxième erreur, il n'a pas mis de médias. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo, il n'y a rien. C'est juste une longue page avec du texte et des noms qui se suivent les uns à la suite des autres. Ça, en général, Google, il n'aime pas. Il faut que vous ayez des médias sur votre site. En particulier, mettez des photos que vous avez créées vous-même. C'est un élément qui va renforcer l'idée auprès de Google que vous avez une expertise et surtout que vous avez une expérience en fait, parce que vous avez fait vos propres photos. Les gens, si vous allez sur Google et que vous regardez les gens qui rankent sur ce type de mots-clés, de noms de chevaux, vous allez vous rendre compte qu'en vrai, c'est des passionnés du cheval. C'est des gens qui ont un ranch aux États-Unis, c'est des gens qui font de l'équitation depuis qu'ils ont 5 ans. Et sur leur site, de par leurs articles et tous les sujets qu'ils ont abordés, leur biographie, les photos qu'ils mettent, c'est facile pour eux de montrer à Google qu'ils sont vraiment experts du sujet et que c'est des vrais passionnés. Ce gars-là, quand on regarde son site en détail, on voit assez vite qu'en fait, c'est juste un SEO qui a essayé de faire un site de niche pour essayer de ranker. Et ça a marché, mais au bout d'un moment, il s'est fait attraper et aujourd'hui, le site vaut plus rien. 0. Donc voilà pour le premier site. Je vous montre le deuxième site et vous allez voir, c'est un petit peu similaire. Allez, on passe au deuxième site. Donc le deuxième site, je ne vous montre pas exactement ce que c'est parce que c'est un site que moi j'ai créé. Et justement, je l'ai créé avec cette idée de me dire qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, qu'est-ce que je ne peux pas faire, jusqu'où je peux pousser les choses, est-ce que Google va me tacler ou pas. Et c'est typiquement le genre de stratégie qu'on ne peut pas faire avec les sites de nos clients. Ça serait malvenu, très mauvaise pratique commerciale. Du coup, je les teste un petit peu sur mon site à moi. Et donc, ce site, qu'est-ce que c'est? C'est un site, basiquement, sur le monde de la famille. Donc, je vous montre un article que je fais grâce à l'IA. Et basiquement, je me suis inspiré de ce qu'a fait ce gars-là avec les noms de chevaux. La grosse différence, c'est que je me suis dit, ok, je vais apprendre quand même de ses erreurs et moi, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, vous pouvez voir sur la page, c'est pas exactement pareil que ce que lui fait. J'ai quand même amélioré un petit peu le concept. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Le premier truc, c'est que mon prompt, il fait 13 pages. J'ai fait énormément d'itérations, j'ai testé 1 million de trucs différents jusqu'à arriver à un prompt qui est un Google Doc qui fait 13 pages. Je vous le dis parce que gardez-le en tête, quand vous allez voir les statistiques après, si vous faites de la création de contenu avec l'IA et que votre prompt il fait pas 13 pages, posez-vous des questions, ok? Numéro 2, j'ai rajouté du texte un petit peu pour rendre ça un petit peu plus sympa quand même sur la page. Parce que juste faire des listes de chevaux, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc j'ai rajouté un peu des concepts. Là, je vous montre sur la page, vous pouvez voir. C'est déjà un petit peu plus intéressant à lire. Troisièmement, et super important, j'ai corrigé toutes les pages. Ça veut dire que quand une IA crée du contenu SEO, il y a des petits éléments dans la page qui rendent évident le fait que ça a été créé par une IA. Je vous donne les plus basiques que vous voyez sans doute tout le temps. Premier, c'est la ponctuation. Ils utilisent une ponctuation qui est un peu bizarre, qu'on n'utilise pas en France. Typiquement, les tirets là, que vous avez en plein milieu, au lieu d'utiliser des virgules. Ça, c'est un truc qu'on n'utilise pas. Vous avez parfois des espaces en début de phrase. Ça, c'est un truc qui est... je ne sais pas pourquoi ça existe, mais c'est là. Et puis, il y a des tournures de phrases aussi. On voit bien que ça n'a pas été écrit par un humain. Il n'y a aucun humain sur Terre qui écrirait comme ça. Donc, il faut absolument corriger ce que fait l'IA. C'est évident, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire attraper beaucoup trop facilement. Ensuite, j'ai organisé le texte pour faire en sorte que ça soit facile à lire et que ça soit facilement digéré. Donc, j'ai tout organisé de façon logique et aérée, comme vous pouvez voir sur la page. C'est beaucoup plus simple à lire et ça a beaucoup plus l'air d'être un vrai article qui a été écrit par une vraie personne. Ensuite,
à la fin, j'ai rajouté une FAQ. Et pas une FAQ bullshit avec des questions bateaux qui servent à rien. J'ai quand même essayé de réfléchir à des questions qui pouvaient être intéressantes. Donc pour chaque page que j'ai créée, la FAQ, je la faisais à la main. C'est-à-dire que j'essayais de trouver des questions qui pouvaient être intéressantes sur le sujet plutôt que de laisser l'IA choisir des questions complètement bateaux qui étaient trop nulles. C'est un truc sur lequel il n'arrivait vraiment pas à le faire tout seul. Donc j'ai quand même passé une partie de mon temps à créer aussi des choses intéressantes sur la page. Et enfin, dernier truc que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des médias. Donc j'ai créé des vraies photos. Bon, alors c'est des photos générées par IA, hein, mais au moins j'ai fait un effort de créer des photos qui avaient un sens et de ne pas reprendre des photos stock. Typiquement, ça en général, Google il n'aime pas. Juste pour alimenter un petit peu l'article, j'ai mis les alt tags dans les photos. Donc j'ai quand même fait des efforts SEO que beaucoup de sites qui utilisent l'IA ne font pas. Maintenant, on passe à la courbe de trafic. Je vous montre. Allez, on analyse cette courbe de trafic et déjà, vous pouvez voir qu'elle ressemble quand même beaucoup à la courbe de l'autre gars avec ses noms de chevaux là. Donc, j'ai commencé ce site-là en mars 2025 et vous pouvez voir, au début, 0 clic, hein, ça monte tout doucement. C'est normal, au début, pas beaucoup de pages, Google ne vous fait pas confiance du tout. Puis petit à petit, j'ai commencé à publier un petit peu plus. Et vous pouvez voir d'ici à mars jusqu'à décembre 2025, croissance incroyable. En moins d'un an, j'ai réussi à monter à 190 clics par jour. Donc c'était un site qui quand même faisait pas mal de trafic. Hein. Je me suis plutôt bien débrouillé. Sauf que, comme pour l'autre site, au bout d'un moment, Google a découvert la supercherie et je me suis pris une grosse sauce. Donc en décembre, là, trafic qui chute de façon gigantesque. Je passe de 190 clics à 30 clics. Alors bon, ça fait un petit peu mal. D'un autre côté, c'est plutôt OK parce que en vrai, quand j'ai démarré ce site-là, je savais très bien que j'allais me faire attraper. C'était pas une question de est-ce que je vais me faire tacler par Google ou pas, mais plus une question de quand je vais me faire tacler. Il y a toujours un moment où vous allez vous faire attraper. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent que les 200 ingénieurs Google qui travaillent sur le sujet de comment les gens font pour tricher en faisant des sites qui sont optimisés pour le SEO sans montrer aucune expertise, vous vous mettez le doigt dans l'œil, Google finira toujours par vous attraper. Et du coup, en vrai, ça va parce que je ne suis pas redescendu à 0 comme lui, parce que je pense, la grosse différence, c'est que moi, j'avais fait quelques efforts quand même. Donc, j'ai des pages qui continuent de ranker, c'est juste que j'ai perdu beaucoup de trafic sur beaucoup de pages. Je fais à peu près entre 30 et 60 clics par jour en fonction. Le truc aussi, c'est que je passe plus beaucoup de temps sur ce site-là parce que j'ai trop de projets avec mes clients et c'est sympa de temps en temps pour tester des trucs, mais on n'a pas tout le temps de vraiment se lancer à fond dans ce genre de projet. Si je devais vous dire ce que j'ai mal fait, je pense que le premier truc, c'est le site n'est pas assez niche, c'est-à-dire que j'aurais dû être un petit peu plus sur une niche particulière, parce que je parle aussi d'autres choses sur le site. Il n'y a pas que, c'est pas que un site de noms de bébés comme l'autre gars l'a fait avec ses noms de chevaux. Je pense que le deuxième point, c'est que j'aurais dû faire un site qui est beaucoup plus niche. Là, je parle de plusieurs trucs en même temps. En vrai, ça, je savais que c'était pas bon, j'aurais pas dû le faire, mais je me suis un peu laissé emporter en me disant, allez, je suis expert en SEO, je vais faire plein de trucs en même temps, ça va marcher. En vrai, je le sais très bien, ça marche pas. Google préfère les sites de niche, particulièrement pour ce genre de site-là. Troisième point, c'est que je suis pas du tout passionné par le sujet. Donc, c'est assez évident qu'une maman ou un papa qui raconte sa vie sur la parentalité et qui fait ce genre d'article va mieux ranker que moi, et heureusement. En vrai, heureusement, même si évidemment je préférerais continuer à faire 200-300 clics par jour avec ce site parce que c'est fun. Si on pense à la communauté SEO et ce qu'on aimerait voir vraiment sur le net, en vrai, c'est mieux que ce soit des vrais parents qui sont passionnés par leur sujet, qui arrivent à ranker sur ce genre de page, plutôt qu'un gros escroc comme moi, hein, parce que moi, je le fais juste pour le fun. Donc, au final, ça va, je suis pas trop vénère.
Et sinon, je pense que le dernier élément, c'est que j'ai pas vraiment montré aussi d'expertise hit, donc j'ai pas vraiment respecté les critères de hit, parce que c'est long, ça prend beaucoup de temps, et je savais que ça allait être un site sur lequel je teste un petit peu des trucs. Donc tout ce qui est expérience, expertise, autorité, trust, j'ai pas fait du tout. J'ai fait le gros bourrin à l'ancienne. J'ai utilisé les techniques que j'utilisais en 2010 quand j'étais jeune et que j'avais encore des cheveux. Aujourd'hui, ça marche. Vous voyez, au début, vous avez une super croissance, mais à la fin, vous vous faites toujours attraper. Et c'est un peu le message de cette vidéo. Faites attention, si c'est un site fun que vous avez envie de faire comme ça pour voir ce que vous pouvez faire avec le SEO et l'IA, faites-le, c'est rigolo. Par contre, si c'est votre business, faites vraiment attention aux gourous de l'internet qui vous disent « Regarde, j'ai une astuce avec l'IA, maintenant le SEO, ça ne sert plus à rien. Tu prends l'IA, tu fais ça en 5 minutes, tu vas voir, ça fonctionne. » Faites vraiment gaffe parce qu'en soi, ils ont raison, ça fonctionne. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça fonctionne, vous allez voir que ça fonctionne. Et un jour, vous allez vous retrouver comme ça, là, avec une courbe comme la mienne. Là, je m'en fous parce que c'est pas mon business. Mais si c'était mon site de business et que je voyais ma courbe comme ça qui descend de 190 clics par jour à 30 clics, là, accrochez-vous. Hein, là, vous allez passer des nuits sans dormir. Hein. Ok, bon, vous voyez, il faut quand même faire gaffe. Mais il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire avec l'IA. Donc, c'est ce que je vais vous montrer là à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer les prompts un petit peu que j'utilise et les stratégies que j'utilise avec l'IA pour m'aider à faire du SEO sans mettre mon site dans la sauce. Ok, ça, c'est des prompts qui vont vraiment être utiles. Allez, on regarde. Allez, je finis cette vidéo en vous donnant des exemples de prompts que j'utilise tous les jours dans ma vie de SEO. Parce qu'en soi, je n'ai pas envie de cracher sur l'IA. C'est des super outils avec lesquels vous pouvez faire plein de choses incroyables. Mais il faut bien comprendre un truc que plein de gens ne comprennent pas, c'est que ça reste un outil. Et comme tous les outils, il y a des choses pour lesquelles ils sont très bons et des choses pour lesquelles ils sont très mauvais. C'est un petit peu comme si vous aviez envie d'aller couper une branche d'arbre dans votre jardin, vous n'allez pas prendre un marteau. C'est un outil qui est absolument débile. Alors certes, vous arriverez à couper votre branche, mais ça va vous prendre 3 heures, alors qu'avec une scie, vous faites la même chose en 5 minutes. L'IA, c'est pareil, il y a des choses pour lesquelles ils sont très très forts. Par exemple, faire du code, analyser et gérer des tonnes d'informations, les organiser. Ils sont forts pour expliquer des concepts qui sont particulièrement difficiles de façon très simple. Il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez utiliser l'IA qui est super intéressante. Mais pour faire du contenu SEO, c'est vraiment pas génial parce que l'IA n'arrivera jamais à respecter les critères de Google Hits dont je parle souvent, qui sont les seuls critères que vous devez vraiment maîtriser si vous voulez réussir à ranker aujourd'hui en SEO. J'ai fait un article complet sur Google Hits que je vous mets dans la description en bas et qui vous explique avec plein d'exemples. Donc j'ai pris plein de captures d'écran de sites différents, certains qui font des trucs bien, d'autres qui font des trucs de façon absolument merdique, et dans lesquels je vais vous expliquer du coup ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Allez le lire si vous voulez maîtriser Google Hits, c'est super intéressant. Allez, on passe aux astuces de prompt IA. Donc, la première astuce que j'utilise, c'est pour me donner des idées. Il y a des moments quand vous êtes en train de créer du contenu éditorial où vous êtes complètement bloqué. Vous avez le syndrome de la page blanche. Typiquement, moi, c'est les H2 parfois. Je sais que c'est super important en SEO. Et il y a des fois où j'écris mon H2 et je me dis, il est pas bien. Il manque ce petit truc piquant là qui fait que ça va être un bon H2. Et avant, je passais des fois 10-15 minutes à réfléchir à un H2. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais voir ChatGPT ou Gemini et je lui donne le prompt, je lui donne mon H2 et je lui dis, voilà, j'aimerais que ça aille plutôt dans cette direction. Comment tu peux m'aider? Et là, il vous fait une liste de 10 prompts. Il y en a 8 qui sont mauvais, mais il y en a 2 qui vont être bons. Et vous n'avez pas nécessairement besoin même de les copier tels quels. C'est juste que ça va débloquer une idée, en fait. Et là, vous allez vous dire, ah oui, non, c'est par là que je voulais aller. Et c'est comme ça que je veux faire. Et c'est bon, vous allez trouver la bonne formule pour votre H2. Donc, deuxième idée, c'est pour organiser l'information. Quand je crée typiquement un plan, par exemple, pour un article, ce que je fais, c'est que je me mets à la place des lecteurs.
Et je me demande si c'était moi qui avais ce problème, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais lire, de quelle façon j'aimerais le lire. Et du coup, je commence à créer mon plan comme ça, en mettant plein d'idées. Je mets toutes mes idées les unes à la suite des autres, j'essaie d'organiser un petit peu. Le truc, c'est que c'est un petit peu le bazar quand je fais ça. Donc avant, je passais une demi-heure à tout réorganiser pour que ça soit propre. Aujourd'hui, je fais tout en mode brouillon. Je le donne à l'IA et ensuite, je lui demande, OK, est-ce que mon plan, il est bon? Est-ce que j'ai pas oublié des trucs? Est-ce que tu mettrais pas cette partie-là avant cette partie-là? En gros, je lui demande de me critiquer mon plan et de tout réorganiser pour que ça soit logique, en fait, pour le lecteur. Parfois, il va me dire, bah non, la partie 3, elle devrait être dans la partie 2. Effectivement, souvent, il donne des bonnes infos quand vous lui demandez ce genre de truc. C'est très logique ce qu'il vous dit. Et je trouve que ça m'aide beaucoup à avancer beaucoup plus vite. Troisième astuce, c'est pour trouver des sources. Quand vous faites des articles, sortez pas des informations de votre fiac, ok? Si vous avez des infos à donner, il faut sourcer vos infos. C'est super important et ça montre à Google que vous avez fait vos devoirs. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui respectent les critères de Google Eats et ceux qui ne les respectent pas. Du coup, si vous mettez des sources dans votre article, avant je passais énormément de temps à chercher des sources, à trouver la bonne source. Aujourd'hui, je demande juste à ChatGPT, OK, j'ai besoin de trouver une source qui valide cette idée XYZ que j'ai eue pour mon article. Est-ce que tu peux me trouver des sources en français ou en anglais? Et il va vous faire une liste de sources. Vous avez juste à cliquer du coup sur les liens qu'il vous donne et allez vérifier quand même que la source est bonne et qu'il y a bien les bonnes statistiques à l'intérieur, que c'est logique avec la phrase que vous avez marquée dans votre site. Mais ça vous permet de gagner énormément de temps. Allez, dernière astuce, astuce numéro 4, je lui demande de critiquer mon travail. Et ça, je pense que c'est la meilleure astuce que j'utilise, parce que moi, je travaille tout seul. Et quand on travaille tout seul, parfois, on est un petit peu dans sa tête, on n'est pas infaillible, il y a des moments où on va oublier des trucs. Donc, ce que je fais une fois que j'ai fini un article, je le télécharge, je le mets dans ChatGPT, et je lui envoie un prompt de ce style-là où je lui demande « Ok, agis comme un SEO qui a 20 ans d'expérience et critique mon article. Dis-moi ce que j'ai bien fait, dis-moi ce que j'ai mal fait, dis-moi ce que j'ai oublié et aide-moi à améliorer encore plus ce que j'ai fait en respectant les critères de Google Eats. » Et quand vous faites ça, il y a plein de choses qu'il va vous donner qui ne sont pas nécessairement intelligentes, mais il y a plein de petites astuces de temps en temps où vous allez vous dire « Ah bah ouais, en fait ça c'est pas mal, j'ai oublié d'en parler. » Et effectivement, si moi j'étais le lecteur, c'est quelque chose qui m'intéresserait à voir dans cet article. Et du coup, je reprends l'article et je rajoute tout ce que j'ai oublié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux comment Google gère l'IA, pourquoi il n'aime pas trop que vous écriviez tous vos articles juste avec l'IA, pourquoi vous devez continuer à utiliser votre expertise et votre expérience pour créer vos contenus. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, soyez intelligents et soyez créatifs. Allez, à plus!